Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Alors ce 25 novembre a été choisi en 1999 par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Ce que nous proposons dans ce numéro d'11 dit tout, c'est de comprendre la particularité de cette violence, ce qui continue à l'alimenter malgré toute la médiatisation autour du sujet et puis surtout après nous être rendu compte qu'en 2017 encore et à la suite de l'effet papillon suscité par l'affaire Weinstein, la femme est considérée par beaucoup comme un humain de seconde zone. Autopsie des violences faites aux femmes, c'est notre sujet du jour. Et puis n'oubliez pas ensuite, l'interview santé portera sur un autre sujet complètement différent, le point sur la goutte avec la rhumatologue Raja Al-Hello. Restez avec nous pour les détails de ce numéro d'aujourd'hui. Autopsie des violences faites aux femmes, on en parle tout de suite donc avec deux spécialistes, Valérie Lascar-El-Fassi, psychologue clinicienne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Alors lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, j'ai l'impression que ça reste quand même un terme trop générique. Vous en pensez quoi, docteur Lorabi? Effectivement, c'est un terme générique et ça devrait l'être et ça devrait le rester. Pourquoi? Parce que ça englobe beaucoup d'aspects différents, au-delà des coups et blessures, au-delà du harcèlement. Et il y a d'autres choses qui peuvent être en rapport avec la réalité économique, la réalité du droit en faveur de l'un ou de l'autre. Mais en tout cas, le point commun, c'est que c'est toujours lié à l'identité du genre, c'est-à-dire la femme. Ce sont les violences spécifiques, parce qu'on est une femme, du fait des conditions socio-économiques, du fait de la culture, du fait d'énormément de choses. Donc, il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a la violence de manière générale, mais là, quand on parle de violence envers les femmes, c'est une violence spécifique contre les femmes, parce qu'elles sont femmes. Je l'ai dit dans mon introduction, est-ce que ça vous choque quand je dis que pour certains, la femme est aujourd'hui et toujours considérée comme un humain de seconde zone? Est-ce que ça vous choque? Ou c'est une réalité, en fait? C'est une réalité. C'est choquant, peut-être, de se l'entendre dire. De se l'entendre dire, absolument. Mais c'est une réalité. C'est choquant de l'écrire aussi. Certainement. Pour une femme, ça l'est. Certainement. Mais est-ce que c'est un citoyen de seconde zone? C'est parce qu'on en a décidé ainsi. Un citoyen, peut-être pas. Un humain, oui. Mais un citoyen, non. Parce que là, ça impliquerait autre chose. Ça implique, je peux dire citoyen, parce que si on parle de la réalité légale, des droits, tout simplement, qui sont les droits fondamentaux, on en parlera plus tard, c'est une forme de violence, mais les droits fondamentaux, par exemple, chez les hommes et chez les femmes, on peut dire que les deux n'en jouissent pas de la même manière à travers le monde. Ce n'est pas une spécificité culturelle marocaine. Il y a des chiffres qui sont assez étonnants pour le monde entier. On estime qu'une femme sur 3, soit 1 milliard de femmes, vont subir au moins une fois des violences dans leur vie. C'est immense, c'est immense. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis citoyen de seconde zone, entre guillemets. Humain, c'est peut-être même plus fort, parce que je pense que l'humain, par essence, est beaucoup plus important et peut-être plus sacré que le citoyen, mais ça, c'est un autre débat philosophique. Mais, si vous voulez, le fait est que la violence envers les femmes, aujourd'hui, revêt plusieurs aspects. On parle de coups et blessures, on parle de harcèlement, c'est ce qui est médiatisé, mais il ne faut pas oublier d'autres réalités. Par exemple, si on parle de l'accès au marché de l'emploi, c'est la réalité économique. Si on parle des droits légaux, des droits et obligations, notamment sur le plan conjugal, parce qu'il y a la violence envers les femmes, je dirais, extraordinaire, et puis il y a la violence envers les femmes dans une situation conjugale. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Il y a plusieurs aspects légaux. Pourquoi est-ce que je parle de droit? Parce que, par exemple, la notion de viol conjugal, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la moitié des pays. Ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas légiféré. Ce n'est pas un crime. Alors, on ne brûle pas les étapes. On va y aller petit à petit, mais vous l'avez bien exprimé, docteur Lorabi, la violence faite aux femmes est un terme très large et vous êtes d'accord pour qu'il reste aussi large parce qu'il y a malheureusement énormément de facettes de violence à mettre sous cette étiquette
et qu'il ne faut pas négliger et oublier. Tout à fait. Celles qui sont visibles et celles qui le sont moins, qui sont psychologiques. Justement, Valérie Lascar-Elfassi, quand on parle de violences faites aux femmes, on pense souvent aux violences avant tout conjugales, donc ce qui se passe vraiment dans la sphère de l'intime. Et Dr Lorabi parlait à l'instant du viol conjugal comme étant une notion très peu reconnue de par le monde. Absolument. Mais justement, ce qui est visible, ce sont les coups. Ce sont vraiment ça, c'est très visible sur le corps de la femme. Absolument. Je pourrais vous poser cette question, on va dire presque bateau, mais ça revient à quoi, cette violence au sein du couple? Elle est due à quoi? Ben justement, on parlait avant de femmes battues, on ne parlait que des coups portés sur le corps. Or, on sait aujourd'hui que la violence est avant tout psychologique. Et même les coups relèvent d'une violence psychologique avant tout. Parce qu'il y a une atteinte à la dignité de la personne, il y a une atteinte à son intégrité physique et morale. Donc à partir de là, on est dans la violence. Et c'est dû à quoi justement? Parce que c'est l'éternelle question. Qu'est-ce qui donne la violence dans un couple? Qu'est-ce qui génère cette violence au sein du couple? En général, enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, un agresseur est quelqu'un qui a d'abord été agressé lui-même. D'accord. Et il va essayer de se décharger de cette charge émotionnelle, de cette charge de victime qu'il a été, en projetant sur l'autre et en le rendant, lui, victime, pour justement, lui, s'anesthésier émotionnellement et ne plus ressentir en tant que victime. Donc c'est un processus psychologique, tout à fait. Absolument. Sous-jacent. Et souvent aussi, on se pose la question, mais pourquoi cette femme est restée après le premier coup? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que, que ça se transforme véritablement en processus de violence conjugale? Parce que les coups ont justement, et les coups portés aussi sur le psychisme, ont cette capacité à anéantir les coups portés sur le psychisme à travers les mots? À travers les mots, à travers les coups physiques aussi. Tout à fait. Font que la personne, la victime, va perdre toute estime de soi, va perdre toute capacité à s'exprimer. Et puis, les victimes de violence, les femmes victimes de violence, ne sont pas des victimes comme les autres. C'est-à-dire que les victimes, par exemple, d'attentats ou de catastrophes naturelles vont susciter tout de suite une empathie qui va être naturelle. Les gens vont se mobiliser, vont être dans quelque chose de solidaire. Alors qu'une victime de violence conjugale ou faite aux femmes, c'est différent. Ça suscite une suspicion de la part de la société. La première réaction, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme s'il y avait une manière de rationaliser la violence et de lui donner du sens. Voilà, donc... Ça, c'est un point très important. Rationaliser la violence et lui donner du sens. Est-ce que c'est un mécanisme de protection d'une société? C'est un mécanisme de protection, peut-être, mais en tout cas, c'est un... De rationalisation, de compréhension. C'est un mécanisme, en tout cas, qui tend à démontrer que c'est quelque chose de normatif. C'est-à-dire que à partir du moment où, culturellement, dans une société donnée, on refait un peu l'histoire naturelle, l'homme et la femme ont des fonctions ou des rôles différents en fonction de chaque culture. Si on regarde un petit peu plus notre contexte, la femme sera davantage à la maison, elle s'occupera davantage des enfants, elle s'occupera davantage des tâches ménagères. Et là où le bas commence à blesser, c'est que tout ça, elle ne l'a pas forcément choisi, c'est imposé par les valeurs de la société. Et puis, encore plus loin, quand je parlais tout à l'heure du cadre... C'est une première violence? Bien sûr, et quand je parlais tout à l'heure du cadre légal, le cadre légal, ça commence, si on parle des violences conjugales, ça commence déjà par le mariage. N'oublions pas que le mariage des mineurs, par exemple, est une réalité monstrueuse, dramatique de par le monde. J'ai un chiffre étonnant, effarant, c'est chaque 2 secondes, une femme mineure est mariée. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, si on rentre dans une union, parce qu'au final, c'est ça le mariage, une union, on va se côtoyer tous les jours, on va essayer d'œuvrer ensemble pour la création d'une famille, etc. Mais là, les rôles sont extrêmement déséquilibrés. Et puis, dans notre contexte, par exemple, le fait d'accéder à l'emploi reste soumis à l'approbation du mari.
quelquefois même le fait de sortir de la maison, le fait de s'habiller comme on veut, etc. Et ça, c'est une atteinte aux libertés fondamentales des personnes. Là, voilà la première forme de violence, avant tout. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme n'est plus autonome. C'est très important, la notion d'autonomie, dans cette notion de violence conjugale, surtout par rapport à votre question tout à l'heure, quand vous disiez, mais pourquoi est-ce qu'elle reste? Mais pour l'immense majorité des femmes, elles n'ont pas les moyens de partir. Elles n'ont pas les moyens financiers, les moyens psychologiques, comme l'a si bien dit Valérie, et parce que aussi, on est dans une société qui juge très très vite, dans le sens où on ne va pas s'apesantir sur la réalité de quelqu'un avant de le juger péjorativement. Et les femmes, bien évidemment, n'oublions pas le rôle qu'elles ont dans la famille. Puis la connotation, quand je dis la famille, ce n'est pas la famille nucléaire, c'est la famille dont elle est issue. La plupart du temps, une femme qui va divorcer et rentrer, par exemple, chez ses parents, parce qu'elle n'est pas autonome, parce qu'elle ne peut pas travailler, parce qu'elle n'a pas d'entrée d'argent, etc., c'est vécu. Ou parce que sa famille ne conçoit pas qu'une femme seule ou avec enfant vit tout à fait. Mais en tout cas, c'est conçu, c'est perçu comme une honte absolue. Hein, le divorce même peut être perçu comme une honte absolue. Totalement, alors que c'est un droit fondamental. Donc, il y a déjà cette notion de dénigrement des droits fondamentaux, qui, rappelons-le, sont dans la Constitution, qui a été revue en 2011, etc., et qui, voilà, il y a un plan gouvernemental pour l'égalité entre les sexes, tout ça. Il y a des choses qui avancent. D'un point de vue légal, c'est-à-dire dans les textes, il y a bien sûr des choses qui avancent, mais comme l'a très bien dit Valérie... c'est les mentalités qui freinent? Bien sûr, les mentalités, parce que les mentalités... Elles sont issues des habitudes, et les habitudes, comme on dit, ont la vie dure. Donc c'est un processus qui va prendre certainement plusieurs années, mais qui nécessite en tout cas une participation... Qu'est-ce qui fait que la société prend le dessus sur le légal? D'un point de vue de votre spécialité, docteur Lorabi, vous êtes psychiatre justement, qu'est-ce qui fait que la mentalité va prendre le dessus sur ce qui est législatif, écrit, noir sur blanc? Alors, parce qu'il y a la fameuse notion de hchouma, hein, ça c'est très important. La honte. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a rien qui régit qu'est-ce qui est hchouma, qu'est-ce qui n'est pas hchouma. C'est une notion qui est très floue, ça dépend des sous-cultures, c'est-à-dire en fonction des régions, en fonction peut-être même du niveau socio-économique, etc. Ce qui est considéré ici comme étant hchouma, ailleurs ne va pas l'être, etc. Et le fait d'être soumis à un jugement presque aléatoire, dans le sens où les règles ne sont pas... Et c'est le sens des lois. Les lois sont des règles strictes, clairement énoncées, comme ça on sait à quoi s'en tenir. Le fait d'être soumis à ces règles sociales, qu'on peut appeler des normes, qu'on peut appeler des valeurs, etc., mais qui sont extrêmement floues, rien que ça, déjà, ça met n'importe qui sous tension. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne sait pas quelle va être la réaction en face de nous suite à une action. Si on prend le cas, par exemple, d'une société marocaine, maghrébine. Oui. Mais par exemple, face à... et on le voit hein, médiatiquement, il y a des scandales qui explosent un peu partout de par le monde et qui viennent révéler une violence faite aux femmes, notamment le harcèlement sexuel. Les femmes qui n'ont pas dénoncé ça jusque-là n'ont pas cette notion de hchouma qu'une femme maghrébine ou marocaine ou africaine pourrait avoir de par sa culture. Tout à fait. C'est d'autres mécanismes. Tout à fait. Donc en fait, il y a des mécanismes, on va dire, intrinsèques à une société qui ne sont pas les mêmes pour une autre société, mais finalement on se retrouve avec la même problématique, une violence qui tue. Tout à fait. Peut-être qu'ailleurs ce n'est pas la hchouma. Si on prend les histoires d'harcèlement dont voilà, autour desquelles il y a eu beaucoup de bruit médiatique, ce sont des affaires qui se passent dans des sociétés occidentales, mais malgré tout, la honte et la culpabilité persistent du côté de la victime, parce qu'il est très très courant que des femmes victimes de violences sentent qu'elles sont coupables quelque part. Ça déjà, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Est-ce que c'est de ma faute? Non, j'ai dû faire quelque chose de mal, je n'aurais pas dû aller le voir, je n'aurais pas dû être isolé avec lui, ce genre d'idée. Et puis, deuxième chose, c'est que même si les lois sont clairement énoncées, derrière la machine judiciaire, si par exemple on se retrouve dans une affaire de harcèlement où les deux étaient en tête-à-tête, etc., c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Donc, et il y a une certaine, il y a une espèce de défaitisme chez ces femmes-là parce qu'elles sont
convaincu de toutes les façons que le fait d'en parler n'aboutira à rien. Et ça aussi, c'est problématique et c'est un problème, comme vous le dites bien. Oui, tout à fait. On ne va pas les prendre au sérieux, on va dénigrer leurs paroles. Donc il y a vraiment un mouvement de recul avant d'aller dénoncer son agresseur. Et ça, c'est une problématique, en fait, quelle que soit la violence, que ce soit une violence conjugale, que ce soit un harcèlement, que ce soit une violence familiale, c'est le même mécanisme de réflexion, on va dire, qui va se mettre en place chez la femme ou chez la victime? Après, il y a des conditionnements, il y a des violences qui sont complètement banalisées, qui sont complètement normalisées. Parce que ça a toujours été comme ça, parce que c'est la place de la femme, parce qu'il y a des préjugés sur les rôles respectifs de l'homme et de la femme. Et malgré les textes de loi, malgré toutes les campagnes de sensibilisation qu'il peut y avoir, ça reste ancré, parce que c'est transmis d'une génération à l'autre. Ça vient depuis l'enfance, quoi. Dans l'éducation, c'est transmis de cette manière. Alors justement, est-ce qu'il y a par exemple des comportements qui émanent de l'homme, bien sûr, envers la femme, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, qui émanent de l'homme. Vous allez me dire peut-être que la femme aussi pratique une forme de violence sur la femme, mais on va en parler aussi. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des comportements violents qui émanent de l'homme, mais qui sont sous-estimés? Leur violence et leur impact violent sur la femme est sous-estimé par l'homme? Certainement. La plupart des comportements violents sont sous-estimés par l'homme. Je ne pense pas qu'il le fasse en ayant la notion de faire du mal. De faire du mal ou en ayant... Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, Dr Laura-Bier en parlait. Par exemple, une femme qui n'a pas sa liberté, on va dire, absolue de choix vestimentaire en sortant de chez elle, ou sa liberté absolue de prendre une décision professionnelle sans l'aval de son mari. Est-ce que l'homme est conscient de pratiquer une forme de violence, et les hommes et les femmes qui nous suivent aujourd'hui et qui sont peut-être dans cette dynamique-là, peut-être qu'ils vont se dire, bon, ils tapent trop fort, est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que l'homme a conscience de pratiquer une forme de violence sur la femme? Si je peux répondre? Oui, bien sûr. L'homme qui a un comportement violent, il va toujours chercher à rationaliser sa violence. Donc il va toujours chercher à la justifier. C'est pour la protéger, c'est pour son bien. Voilà, donc on revient toujours à ce mécanisme de rationalisation de la violence. Mais il sait que c'est violent? Il ne sait pas que c'est violent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui rentre dans les valeurs intrinsèques de la société. Quelque chose qui est normal, admis par la société, c'est ça la définition de normal, ne va pas être un signal d'alerte. On ne va pas se dire « Ah ben mince alors, peut-être que je suis en train de transgresser son droit le plus absolu à faire ceci ou cela. » Et donc, il n'y a pas ça. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que même la femme n'a pas conscience elle-même d'être victime à ce moment-là de ce genre de violence. Et certains vous diront, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de violence. Si lui ne sent pas qu'il pratique une forme de violence et que la femme n'est pas consciente qu'il y a une forme de violence qui est exercée sur elle, ben alors dans ce cas-là, où est la violence? À ce moment-là, on patiente quelques temps et on voit le résultat sur la psychologie de la personne. Parce que quand on parle de priver quelqu'un des droits, on exerce une contrainte sur lui. Et le stress, quand on parle de stress, pas au sens professionnel. Moi, je parle de stress en termes de psychiatrie biologique. C'est tout facteur interne ou externe qui exerce une contrainte. Et donc, tôt ou tard, cela nous fragilise, cela nous prédispose à développer des troubles dépressifs, par le biais d'une baisse énorme de l'estime de soi, l'absence carrément de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on en vient, à cause de ce cercle vicieux, on en vient à ce que la femme, quelque part, soit persuadée, par exemple, qu'elle ne peut pas prendre de décision juste ou raisonnable si elle ne consulte pas son mari ou son père ou son frère, etc. Donc c'est là l'aval de l'homme, la décision de l'homme. Tout à fait, parce que c'est la société patriarcale, c'est la définition de la société patriarcale. Mais sur le moment, c'est sûr qu'on pourrait se dire il n'y a pas de violence, mais après quelques temps, des années, on en est sûr. Les femmes, d'ailleurs, même les femmes qui se disent oui, mais c'est normal, après, elles en souffrent. Elles en souffrent, sauf qu'en général, si on parle d'une violence conjugale de ce type-là, en général, il se passe 20-30 ans plus tard, les enfants ont quitté la maison, et puis on se rend compte qu'il n'y a plus rien dans le couple, mais qu'on est emprisonné dans cette relation, qu'on n'a pas les moyens, ni financiers, ni psychologiques, de s'émanciper.
Alors, certains disent aussi l'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme elle-même. Quand on parle de violences faites aux femmes, c'est-à-dire surtout de violences psychologiques, bien sûr, est-ce que vous êtes d'accord, Valérie Lascar? Est-ce que vous êtes d'accord que la femme aussi pratique une forme de violence psychologique sur la femme, sur les autres femmes? Ça peut arriver, tout à fait. Il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir des jalousies très fortes qui peuvent amener des femmes à porter atteinte à d'autres femmes. Mais l'atteinte aussi par rapport à ça, notamment l'aspect physique, l'aspect vestimentaire, le commérage aussi. Oui. Est-ce que c'est une forme de violence à l'égard d'une autre femme? C'est une forme de jugement violent? Ça, c'est vraiment un positionnement sociétal. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut que la société décide que porter des jugements à l'encontre d'autrui, porter des jugements négatifs, mais les porter, c'est-à-dire les verbaliser, c'est pas les avoir en soi, les verbaliser est une forme de violence. Quelqu'un qui n'a pas demandé à ce qu'il soit jugé, qu'on arrive et qu'on le juge, c'est-à-dire qu'on émette un jugement de valeur, ouais, t'es pas bien, t'es moche, etc. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Eh ben, on peut considérer que c'est une forme de violence. Oui, c'est une forme de violence, mais c'est la société dans son ensemble qui doit décider que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. D'accord, mais je reprends par rapport à mon idée, c'est aussi par rapport à l'éducation. Lorsqu'on dit l'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme elle-même, par rapport à l'éducation, lorsque finalement ces mêmes schémas de société qui vont générer le même conditionnement, eh bien, sont principalement véhiculés par la femme qui est la mère. Oui, absolument. D'accord, oui, tout à fait. Dans ce sens-là, je comprends votre question. Donc oui, la mère va un peu éduquer sa fille comme elle-même l'a été et avec les mêmes schémas homme-femme, le sexisme. Et pour les femmes les jeunes femmes, on va dire d'aujourd'hui, qui ont eu une autre forme d'éducation, certaines en veulent même à leur mère. Pourquoi? Parce qu'elles ne cadrent pas avec la société dans laquelle elles évoluent. Des mères qui ont vécu la violence de leur société, de leur famille par exemple, qui ont voulu que leur fille s'émancipe, et les filles disent « mais elle ne m'a pas rendu service, je n'arrive pas à m'adapter à ma société, je n'arrive pas à m'adapter à mon environnement ». Donc, quand vous dites elle l'éduque à son image, lorsqu'elle ne veut pas l'éduquer à son image, l'environnement prend le dessus. Absolument. De toute façon, il n'y a pas de règles dans l'éducation. Mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas reproduire les schémas qui nous ont été néfastes, comme on essaye de reproduire les bons schémas. Mais l'enfant, de toute façon, cherchera à se construire en opposition. Et quelle que soit l'éducation qu'on lui donnera, je pense qu'il y trouvera à redire, qu'il essaiera de se développer en tant qu'individu à part entière. Ok. Vous en pensez quoi, docteur Lerabi, de cette histoire d'éducation Alors, l'éducation n'est pas seulement véhiculée par les parents ou par la mère. D'abord et avant tout, l'enfant apprend ce que c'est une relation homme-femme juste en observant ses parents, déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'on lui dise, voilà, la femme, ce qu'elle doit faire, et l'homme, voilà ce qu'il doit faire. Ça, d'une part. Mais il y a aussi d'autres instances qui participent à l'éducation. Il y a l'école, n'est-ce pas? Il y a tout ce qui est censé être en dehors de l'école, c'est-à-dire des activités extrascolaires qui peuvent être sportives, etc., etc. Et puis il y a la rue. Quand je dis la rue, elle n'est pas censée nous éduquer, mais c'est au niveau elle nous véhicule quand même un fonctionnement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? On peut être très bien éduqué, par exemple, et puis, à force de voir certains comportements odieux, qui peuvent être des harcèlements, des machins, eh ben, on aura tendance à les banaliser. Ça se dilue, parce qu'on en voit tout le temps. Oui. Donc, pour nous, c'est quelque chose de normal. Donc, on augmente peut-être un peu plus notre risque, ou plutôt, oui, nos chances de commettre ce genre de choses parce qu'on voit que c'est monnaie courante, parce qu'on voit que c'est banal, et surtout parce qu'on voit qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de conséquences négatives à ce type d'acte. La plupart du temps, même si ça se passe au milieu d'une foule, il y aura zéro réaction de la part des gens qui sont présents, parce que là aussi, c'est banal. En parlant de foule, justement, ça nous ramène à ce malheureux viol collectif dans le bus, justement. On va parler dans quelques instants, si vous permettez, des violences faites aux femmes relayées dans la presse. Quel est le rôle des médias, de la presse, dans ce changement
de mentalité, si c'est possible d'ailleurs. On revient sur le sujet juste après une courte pause. Restez avec nous sur Média TV, à tout de suite. Toujours avec vous sur Média TV dans On se dit tout et à l'occasion de ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Ce que vous propose On se dit tout, c'est une autopsie de ces violences faites aux femmes, comprendre les différents aspects. C'est vrai que lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, les spécialistes l'ont expliqué en tout début de rendez-vous, eh bien malheureusement ce sont différentes formes. Nous balayons en fait ces formes de violence pour essayer de comprendre leur mécanisme, qu'est-ce qui fait qu'elles soient véritablement ancrées dans le monde et pas uniquement dans une société plutôt qu'une autre, mais vraiment dans le monde. Et les faits divers malheureux justement viennent nous montrer cette réalité. On en parle avec deux spécialistes, Valérie Lascar-El-Fassi, psychologue clinicienne, et Dr Atma Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. On parlait à l'instant, juste avant la pause, de la violence faite aux femmes dans la rue, le harcèlement. Vous voulez rajouter une idée par rapport à ça, Valérie? Oui, bien, effectivement, c'est quelque chose qui est complètement banalisé. Moi, je voulais essayer d'expliquer un petit peu le mécanisme derrière cela. Il ne faut pas oublier que la mixité sociale et la mixité publique dans la rue est un fait récent, qui ne date pas plus que des années 60, en fait. À partir du moment où les femmes sont sorties dans la rue pour aller travailler ou pour aller étudier. Donc, si vous voulez, l'espace public est un espace qui appartient aux hommes traditionnellement et dans lequel la femme est un peu une intruse qui vient sur son territoire de chasse, en quelque sorte. Donc, là, il se sent tout permis. Il peut la harceler, l'aborder, voire l'insulter ou même avoir sur elle des attouchements, etc. Donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on peut comprendre cela par le fait que cette mixité, on va dire, sociale dans la rue est récente et nouvelle. Tout à fait. C'est quoi? L'esprit de l'homme ne l'a pas encore complètement intégré? Parfait. Alors, ce qui peut faire bouger les choses, c'est aussi, bien sûr, les médias. C'est le rôle qu'ont les médias à jouer par rapport aux dénonciations et par rapport aux dénonciations de malheureusement ce qui devient des faits divers. Oui. Voilà. Aujourd'hui, des drames sociaux sont considérés par les médias comme des faits divers, des faits qui viennent un petit peu alimenter une rubrique de voyeurisme. Est-ce que les médias informent mal ou abordent mal la question de la violence faite aux femmes ou des violences faites aux femmes à travers tout ce qui peut se passer de par le monde, dans les rues, enfin... Je pense qu'il y a une petite distorsion déjà dans qu'est-ce qu'on comprend par médias. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a les médias classiques et puis il y a les médias, je vais dire, nouveaux, 2.0, tout ce qui est digital, site de réseaux sociaux, etc., où l'information circule. Et cette information-là est difficilement contrôlable. Tout à fait. Hein, donc, mais si vous voulez, les médias ont d'abord un rôle d'information, c'est très important. Informer qu'il y a eu un fait divers, c'est très important, c'est très bien, mais il ne faut pas sombrer dans le sensationnel. Ça, d'une part. Et deuxièmement, il faut absolument, et ça c'est très important, respecter l'intégrité de la victime. Hein, c'est-à-dire ne pas diffuser des images, ne pas diffuser de vidéos, comme on a pu voir, et ce genre de choses. Et puis, il faut rapporter l'information la plus, j'allais dire basique, mais la plus désaffectée possible. C'est très important. Pas de jugement aussi, c'est très important. Et pas de détails fallacieux. Oui, elle portait une tenue légère, ce genre de choses. Parce que c'est ce qui alimente... Des sous-entendus, voilà, en fait. C'est ce qui peut alimenter, in fine, l'idée qui, à mon sens, est totalement scandaleuse que la violence peut être justifiée. Non, la violence n'est jamais justifiée, entendons-nous bien, sauf en cas de situation, enfin, de légitime défense. Et si vous voulez, le problème, c'est que même par rapport à cette histoire-là, la perception, c'est que même les femmes, si elles regardent ce genre de rubrique et puis elles tombent sur ce genre de crime, c'est pas juste un fait divers, eh ben, elles ont tendance à le rationaliser et à se l'expliquer. Oui, mais c'est parce qu'on a tous ce réflexe. Quand on voit que quelqu'un qui nous ressemble quelque part il y a eu une agression, un accident dramatique, etc., on essaie toujours de trouver le point d'inflexion, la grosse différence qui fait que je suis rassuré, moi ça ne m'arrivera jamais. Donc on commence à être dans ce que je disais tout à l'heure, dans le jugement à outrance, oui mais c'est normal, t'as vu comment elle s'habille, machin, etc. Donc ça, je pense que c'est de la responsabilité des médias de rester dans une information claire, précise
et sans jugement, sans vouloir faire de sensationnel. Et est-ce que les médias peuvent jouer un rôle aussi de prévention des violences de genre ? Absolument. Ils ont une grande responsabilité dans ce sens. Les médias sont aujourd'hui un portail éducatif pour la population, pour les jeunes notamment, à travers les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, ils peuvent faire des campagnes de sensibilisation et aussi faire très attention lorsqu'ils relaient effectivement des informations, comme l'a dit Dr Lorabi, parce que, justement, à cause d'informations mal relayées, des femmes vont avoir peur d'aller parler, d'aller dénoncer, parce qu'elles vont se retrouver dans une page d'un magazine, montrées du doigt, etc. Donc, oui, effectivement, il y a un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer. Et le deuxième grand rôle, j'oubliais, parce que les médias, ce n'est pas juste les informations, mais les médias, il ne faut pas oublier que ça participe à la construction de l'identité d'une culture et d'une société. C'est très important. Donc là, on parle de comment relayer les faits divers, ok, très bien, mais on peut aussi s'attarder sur le contenu global de ce qu'on peut voir à la télé, où on peut voir des choses qui banalisent la violence à l'encontre des femmes. Exactement. Et ça, c'est absolument scandaleux. Par exemple, vous pensez à quoi, Dr Lorabi ? Ça peut être juste un film ou un téléfilm où il y a une scène de violence, et puis voilà, et puis ça passe sans qu'il y ait de choses derrière, alors qu'on est beaucoup plus attentif pour d'autres sujets, hein, entendons-nous bien, parce que les médias, vous le savez très bien, il y a un ensemble de règles, etc. Il y a des domaines où on ne peut pas trop s'avancer, mais ce genre de domaine, justement, il faut garder une distance, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on peut véhiculer comme idée, ce qu'on peut véhiculer comme idéaux, parce que souvent, je donne l'exemple peut-être des films américains. Ce sont des choses qu'on peut regarder, qui peuvent forger chez certains, chez les plus jeunes notamment, certains rêves, certains idéaux, une certaine manière de vivre, etc., qui est en totale discordance avec notre société, avec nos valeurs, et qui va donc les mettre... Je ne suis pas là pour dire que c'est mieux ou c'est moins bien, je dis juste que c'est totalement différent, et à partir du moment où on évolue dans une société assez normée, mais avec des valeurs qui sont en total décalage, eh bien oui, on se retrouve victime, mais ce n'est pas parce qu'on l'a voulu, mais on est victime, on est plus facilement victime de violences, de harcèlement et ce genre de choses. Mais justement, ce que vous dites, Dr Lorabi, pourrait être un petit peu presque généralisé à toutes les sociétés, c'est-à-dire quand vous parlez de films américains notamment, ce qui peut être véhiculé par rapport à l'image de la femme parfaite, de la femme bimbo, etc., eh bien, que l'on soit aux États-Unis, au Maroc ou au Sénégal, eh bien, c'est vraiment la même agression, la même violence qui est pratiquée sur cette femme. La perception, la perception de l'image est la même. Totalement, totalement. Mais en fait, quand tout à l'heure Valérie parlait de misère sexuelle, etc., moi j'irais encore de manière beaucoup plus large. Il ne faut pas oublier que voilà, un homme qui aborde une femme dans la rue, c'est qu'a priori elle l'attire, c'est qu'à priori elle attise son désir. Je ne dis pas qu'elle a fait quelque chose pour, mais voilà, c'est tout simplement parce qu'elle est femme et lui, il est homme. Donc déjà, le fait d'être dans cette posture de je suis désiré, mais que je dis non, eh ben, on est dans la frustration de la personne qu'on a en face de nous. Et si en plus, on est dans une société, et c'est là où il y a pour moi l'écart, si en plus on est dans une société qui considère que, par exemple, la femme doit subvenir à l'homme, c'est-à-dire subvenir à ses besoins, être toujours, même dans le cadre du mariage, être toujours disponible pour ses envies, toujours à son service, lui préparer des petits plats, être donc toujours dans une position de soumission, c'est le vrai terme, et bien automatiquement, quand cette jeune femme qui est dans la rue, même très poliment, va décliner l'invective de la personne qu'elle a en face, eh ben, elle va être traitée de tous les noms. Parce qu'il y a ce grand écart. Chose qu'il n'y a pas dans les autres sociétés. C'est qu'on peut effectivement aborder quelqu'un dans la rue, et puis si elle dit non, eh ben, c'est bon. Ça passe un peu plus facilement que dans certains types de sociétés. Mais justement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est
qu'est-ce qui a donné ces scandales que l'on entend aujourd'hui dans les médias de par le monde et notamment aux États-Unis? Enfin, le scandale est venu des États-Unis. Oui, n'oubliez pas la définition du harcèlement. Le harcèlement, c'est un abus de position dominante. On est toujours dans cette histoire de domination et de soumission. Et la plupart du temps, c'était des femmes qui avaient devant elles beaucoup à perdre, un enjeu professionnel. C'est très important. Et c'est ce même enjeu professionnel dont on parlait tout à l'heure qui est vecteur d'émancipation de la femme. Donc on est dans un espèce de système miné de toutes parts où justement je n'ai pas la solution miracle, mais on est juste en train de décrire le phénomène. C'est ça, on est en train d'essayer de le comprendre. Merci beaucoup à vous deux pour vos analyses respectives, autopsie des violences faites aux femmes à l'occasion de ce 25 novembre. Merci beaucoup, docteur Atma Lorabi, psychiatre, psychothérapeute, Valérie Lascar-El-Fassi, psychologue clinicienne. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet santé. Les détails, tout de suite. Et place tout de suite à notre interview santé avec le docteur Rachel Helou, rhumatologue. Le point avec elle sur la goutte. Mieux comprendre la goutte, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Docteur Rachel Helou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, docteur Rachel Helou, on va parler de la goutte. Exactement. Mais la goutte, en fait, on va dire, son origine est presque, on va dire, alimentaire. Ça vient de l'alimentation, principalement. Et vous, vous êtes rhumatologue. J'aurais pensé traiter un jour ce sujet avec un gastro. Mais finalement, en me renseignant, c'est plutôt les rhumatos qui prennent en charge cette maladie. Exactement. C'est les rhumatos qui sont les mieux placés puisque les manifestations sont essentiellement articulaires. D'accord. Donc, c'est les mais les origines, on va le voir. Parmi les origines, essentiellement l'origine alimentaire. Alimentaire, Exactement. absolument. Alors, rappelons d'abord ce que c'est que la goutte, communément appelée aussi la maladie des riches. Alors la goutte, c'est une maladie métabolique qui est due à l'accumulation d'une substance qu'on appelle l'acide urique, soit par excès de production de celle-ci, soit par défaut d'élimination. Et cette accumulation, en fait, cette substance va se cristalliser et se déposer au niveau des articulations. Et secondairement, elle peut se déposer aussi au niveau sous-cutané, au niveau de la peau, et aussi au niveau du rein. Ok. L'acide urique, c'est quoi ? En fait, l'acide urique, c'est comme ce qu'on dirait un déchet métabolique. C'est un produit qui survient de la dégradation des purines et des acides nucléiques, qui soient endogènes ou exogènes. Alors, c'est un peu trop compliqué, justement. Alors, l'acide urique, il provient soit de la dégradation de certains aliments, soit de la dégradation et le renouvellement cellulaire. D'accord, c'est un processus naturel. Exactement. Et il y a aussi une synthèse de nouveau qui se fait au niveau du foie, l'assemblage de certaines substances avec des réactions enzymatiques qui font donner de l'acide urique. De l'acide urique, exactement. La seule chose, c'est qu'on a un équilibre entre ces trois sources de formation de l'acide urique et entre son élimination qui est essentiellement rénale. Donc le taux d'acide urique est généralement stable dans l'organisme, entre 600 et 1600 mg. Dès qu'on a un trouble au niveau de la formation, au niveau de l'élimination, on peut avoir cet excès d'acide urique qui est justement à l'origine de problèmes de goutte. En quelque sorte, quelles sont les causes ? Par exemple, l'excès d'apport alimentaire de certains aliments peut être à l'origine d'une hyperuricémie. Certaines maladies... L'alimentation, par exemple les abats essentiellement, l'alcool, les boissons sucrées riches en fructose, les poissons bleus. Les viandes ? Les viandes rouges essentiellement. Aussi. Les poissons bleus comme les sardines, le hareng, les anchois, tous les poissons qui ont une couleur un peu foncée. Et puis, comme j'ai dit, les boissons sucrées. C'est des poissons qui sont riches en oméga. Oui, mais chez certaines personnes, on devra se les Mais c'est des personnes avec un profil particulier ou n'importe qui, si par exemple il fait un excès de poissons bleus ou d'abats, de viande rouge, eh bien, il risque de faire une goutte. Est-ce qu'on peut tous faire un excès d'acide urique? Il y a des personnes qui sont plus exposées de faire une crise de goutte. Par exemple, les gens qui ont une hypertension artérielle, qui prennent un certain type de médicaments qu'on appelle les diurétiques, les personnes obèses, les personnes qui consomment excessivement ce type d'aliments ou qui consomment de l'alcool, les gens qui ont des problèmes rénaux, essentiellement l'insuffisance rénale, ou qui prennent un petit taux d'aspirine, même à petite dose, mais à longue durée. Régulièrement. Oui, mais je voulais ouvrir une parenthèse. Il y a une différence entre l'hyperuricémie, c'est-à-dire l'excès d'acide urique dans le sang, et entre la goutte maladie. On peut avoir une hyperuricémie sans avoir de dépôt de cristaux au niveau des articulations. Là, on n'est pas malade. Quand on a une hyperuricémie avec des dépôts
de cristaux au niveau des articulations, mais qu'on n'a pas de symptômes, on n'est toujours pas malade. On est exposé, mais on n'est pas malade. C'est quand on a une symptomatologie articulaire qu'on est malade, ou une symptomatologie, comme j'ai expliqué, cutanée ou rénale. On revient, docteur, sur les causes. On a parlé de l'alimentation. Non, justement, pour les causes. Alors, il y a, on différencie entre la goutte primitive, où on n'a pas de raison, pas de cause, ou seulement certains déficits enzymatiques, et la goutte secondaire. Dans la goutte secondaire, on a, ça peut être secondaire à l'alimentation, comme vous avez dit, ça peut être secondaire à certaines maladies, des maladies où il y a des destructions cellulaires, comme certaines maladies cutanées, le psoriasis, des hémopathies. Dans les insuffisances rénales chroniques, la consommation de certains médicaments. Mais sinon, vous l'avez dit, il peut y avoir une crise de goutte sans raison, on va dire, apparente. C'est des profils un peu typiques, c'est des hommes entre 30 et 50 ans, un peu bons vivants, un peu en surpoids, avec une alimentation justement riche en produits hyper-uracémiants. C'est pas la protéine en fait, c'est pas les protéines qui donnent ça. Si, c'est les protéines, puisque la dégradation, parmi les sources, la dégradation des protéines est source d'acide urique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler des manifestations? Par exemple, là, on a une image et on voit des doigts, surtout ici, un doigt extrêmement déformé. Est-ce que c'est une déformation de l'image ou vous pouvez voir ce genre de cas, docteur? Justement, c'est intéressant parce que ça, c'est le stade de la goutte chronique. Alors, tout l'intérêt, c'est d'éviter d'arriver à ce stade-là. Il faut traiter les crises parce que la répétition des crises risque de nous faire avancer vers la goutte chronique. Et là, on voit ces destructions et ces déformations. D'où l'intérêt de la sensibilisation par rapport à ce sujet. Exactement. OK. Alors, une fois qu'une première crise se déclare, d'abord, comment savoir que c'est une crise de goutte? Alors, typiquement, le plus souvent, c'est des crises qui surviennent au niveau de la base du gros orteil, comme tout le monde sait, mais ça peut toucher d'autres articulations, aussi bien la cheville, le genou, les articulations des membres supérieurs, mais le plus souvent, c'est, comme on voit ici, la base du gros orteil. Alors, généralement, il y a juste avant une consommation excessive d'aliments, d'alcool, on peut avoir un petit surmenage par la chaussure, un traumatisme, une chirurgie. Il y a certains facteurs déclenchants qui peuvent déclencher la crise. Comme j'ai dit, c'est plutôt un profil assez particulier, plus un homme dans les 30-50 ans, plutôt bon vivant. Alors, ce qu'il va ressentir juste avant la crise, il peut ressentir un certain malaise, une petite fièvre, une insomnie, une indigestion, et puis démarre une douleur lancinante, pulsatile, qui est inflammatoire, c'est-à-dire qui réveille à la deuxième moitié de la nuit et qui va céder au chant de coq. C'est surtout une douleur nocturne avec une impotence fonctionnelle importante, c'est-à-dire le sujet ne peut plus bouger l'articulation, il ne supporte même plus le poids du drap au-dessus de l'articulation. D'accord, de l'articulation en question. L'articulation. C'est pas forcément le pied. Le plus souvent, je dirais dans 90%, c'est le gros orteil, mais ça peut toucher d'autres articulations, comme ça peut toucher plusieurs articulations en même temps. D'accord. Alors, ça dure sur combien de jours, par exemple? La crise, généralement, dure dans les 5-10 jours, mais si on la traite, elle dure beaucoup moins. Mais voilà, une première fois que la crise se déclare, la personne ne sait pas forcément qu'est-ce qu'elle a. Donc il faut consulter, absolument, il faut consulter pour faire le diagnostic. Nous, on a on ne se base pas que sur la clinique. Bien sûr, on va faire des bilans sanguins, on recherche l'acide urique dans le sang. On peut faire, dans la mesure du possible, une ponction, on retire le liquide articulaire, on l'analyse. On se base aussi sur les images radiologiques, notamment échographiques. Et là, on démarre le traitement de la crise le plus rapidement possible. D'accord. Et si on devait parler de la prise en charge, en fait, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est surtout pour éviter la goutte chronique. Exactement, c'est éviter la répétition des crises et donc la goutte chronique. Alors, c'est une maladie chronique? Lorsqu'elle est là, lorsque la première crise apparaît, est-ce qu'on peut stopper la maladie? Alors, le fait d'avoir une première crise ne veut pas forcément dire qu'on va la répéter. 40% des gens vont la répéter dans la première année, 80% dans les 3 ans. D'où l'intérêt de faire, on fait le traitement de la crise et on fait un traitement prophylactique pour éviter la récidive de la crise. D'accord. Et d'où l'intérêt aussi des mesures hygiéno-diététiques, notamment le régime, pour maintenir un taux d'acide urique optimal pour éviter la survenue d'une autre crise. Et en fait, la personne va prendre des médicaments à vie pour éviter, pour s'épargner une autre crise ou... Non, ce n'est pas à vie. Alors, lors de la première crise, généralement, on donne un traitement de la crise en question et on le prolonge 6 mois
pour éviter la survenue de la deuxième crise. C'est dans certains cas, les gens qui sont âgés de moins de 40 ans, où on a un taux d'acide urique supérieur à 80 mg, ou quand on a des comorbidités, des maladies rénales ou cardiovasculaires associées, qu'on peut démarrer directement le traitement de fond qui, lui, sera maintenu à vie. Mais généralement, la première crise, on ne fait que le traitement de la crise et la prophylaxie. Et si on n'a pas une deuxième crise, on peut ne pas donner de traitement à vie. Vous arrêtez le traitement? Oui, on arrête le traitement. Vous arrêtez le traitement. Il vaut mieux faire une surveillance régulière pour garder un taux d'acide urique optimal. Est-ce que c'est la porte d'entrée à d'autres maladies rhumatismales, même si la crise est maîtrisée? C'est-à-dire même si la maladie ne s'installe pas dans sa chronicité? Pas à d'autres maladies rhumatismales, mais ça fait partie d'un syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique, qui regroupe aussi bien le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. Donc le fait d'avoir un acide urique élevé, il faut être très vigilant par rapport à ces comorbidités parce que ça augmente le risque cardiovasculaire essentiellement. Donc il faut corriger tout ce qui est à corriger. Ça vient annoncer en fait un déséquilibre général? Oui, généralement ça fait partie d'un déséquilibre général et à ce moment-là il faut beaucoup d'hygiène de vie et contrôler ces comorbidités comme j'ai dit pour éviter le risque cardiovasculaire essentiellement. Ce qui nous amène justement à l'alimentation et à l'hygiène de vie. Alors c'est un volet très important de la prise en charge. Déjà, premièrement, il faut informer le malade de sa maladie, de l'intérêt de tout ce qu'on a dit, traiter la première crise, éviter la récidive de la crise. On peut même le former pour s'automédiquer en cas de récidive de la crise. Les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes pour maintenir un niveau optimal d'acide urique. Et on ne se contente pas que de ça, on essaie de corriger aussi si on a une dyslipidémie, l'obésité. Alors si on a des troubles de cholestérol, il faut aussi les corriger. Si on a une hypertension artérielle, il faut la maîtriser, le diabète aussi. Si on a un surpoids, il faut baisser le poids. Il faut s'hydrater au moins 2 à 3 litres par jour. Il faut une alimentation équilibrée. Il faut enlever certains aliments de son régime alimentaire. Il faut enlever les abats, les poissons exactement. bleus. Ils sont à proscrire, tous ces aliments dont on a parlé. Exactement. À vie? Oui, de préférence. Même pas des petits écarts de temps en temps? On peut, on essaie de sensibiliser. Pour ne pas frustrer le patient. Exactement, parce que l'observance est très mauvaise chez ce genre de patients. Alors si on ouvre un petit peu la porte, peut-être qu'ils vont faire des excès. Donc on préfère dire interdit. Voilà, rester vigilant. Rester vigilant. Merci beaucoup, docteur Rachel Hello. Vous êtes médecin rhumatologue. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet, même si c'est un sujet de santé. Mais pourquoi ça fait plaisir? C'est parce que justement, on apporte de l'information et de la sensibilisation. Et c'est le rôle et le but de cette séquence avec tous les médecins qui viennent sur le plateau d'On se dit tout. Merci, docteur. Merci à vous. Merci. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de revoir dans son intégralité cette émission sur notre site mediantv.com. Une émission, une première partie consacrée largement à cette journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très vite. Au revoir.